L'effondrement, ça continue. On verra ce que ça va se donner. Bon, alors la dernière fois, je vous avais dit que j'allais vous parler d'une civilisation qui a été différente complètement de ce que on connaît et de toutes celles qu'on connaît, en gros. Hein. Il y avait des petites civilisations, il y avait des grandes. Alors là, je parle d'une grande, puisqu'elle était 2 fois plus grande que la France en surface, et qu'elle a existé il y a... elle a commencé... alors ça, c'est d'après l'archéologie. Euh, Elle a commencé il y a en gros 5500 ans, mais il y a des traces comme quoi avant il y avait une pré-civilisation avec déjà des villes, mais pas aussi bien organisées, etc. Donc on va rester sur les dates que donnent les archéologues, puisqu'en plus ça correspond assez bien au texte qui correspondait et qui était là. Leur bouquin, comme nous on a la Bible ou bien d'autres ont le Coran ou la Torah ou autre, avec des histoires anciennes qui sont incorporées dedans. Et donc voilà, s'ils avaient ça. Voilà. Oui, alors là, je vous dis, on fait un petit point vite fait là. Euh, ça y est, hein, ça va. On vit un moment qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire qu'on est en train d'assister à la fin de l'Empire américain, celui qui a dominé le monde, à sa manière, hein, brutalement, qui n'hésitait pas à tuer, à faire des révolutions, et puis qui en plus a entraîné tous les Occidentaux derrière, parce que les Occidentaux, eux, sont en fait à l'origine de l'Amérique, hein, puisque c'est quand même des Anglais, des Français, même des Bretons, qui sont allés peupler l'Amérique, massacrer ce qu'on appelle les Indiens, qui n'étaient pas des Indiens, mais qui étaient qu'on appelle natives maintenant. Ouais, hein, c'était pas, enfin, on a suivi quoi. On a suivi et comme eux, ils ont imposé leur monnaie au monde entier pour tous les échanges. Ils en impriment autant qu'ils veulent et comme ça, ils sont riches, ils sont puissants, ils ont des milliards qui mettent dans des armes terribles et tout et tout. Et là, ils sont partis. Trump qui brille par son intelligence, sa grande intelligence et sa grande modestie, a déclenché la guerre. On se doute que c'est Netanyahou qui l'a fait chanter, hein, parce que avec les casseroles qui se traînent avec l'affaire Epstein, là, je crois qu'il n'a pas eu le choix. Il n'était pas enthousiaste, mais l'autre lui a présenté le truc. Puisqu'on a un dôme de fer qui empêche les missiles d'arriver, on décapite l'Iran en tuant tout le monde. On sait où ils sont exactement, etc. On tue les chefs et tout le reste s'écroule. Eh ben non, ça n'a pas marché du tout. Hein, c'est l'inverse qui se produit. En se défendant, en répondant, parce que les Iraniens n'ont pas attaqué. Hein. Donc ils se sont fait attaquer par les Israéliens et les Américains. Et bon, ils ont répondu.
mais ils ont répondu à leur manière. Et, et, et c'est là qu'on voit les dégâts de la centralisation. Euh, toute centralisation est mauvaise en soi. Hein. Tant qu'il y a de l'abondance pour tout le monde, ça va d'une certaine manière. Et puis au bout d'un moment, ça dégénère. Euh, et une fois que c'est parti en vrille, ça va pas. Donc, alors vous avez ça, vous avez le climat qui continue, hein, les océans continuent de monter, le climat est complètement déréglé. Là, il a neigé hier, hein, fin mars. Bon, alors je sais que ça arrive de temps en temps, mais le climat est déréglé et l'année 2025 a été l'année la plus chaude depuis qu'on enregistre les températures. Voilà, c'est comme ça tous les ans, tous les ans, tous les ans, tous les ans. Bon, ouais. Alors, ce qui va finir par se passer, c'est que, alors il y a deux options. Hein. Il y a soit il n'y a pas de nucléaire, soit il y a du nucléaire. S'il y a du nucléaire, il va plus rester grand monde sur Terre. Il en restera, mais il y aura beaucoup beaucoup plus de place. Par contre, il y aura plein d'endroits où on ne pourra plus aller. Il faudra attendre quelques milliers d'années que les radiations se terminent, quoi. S'ils n'utilisent pas le nucléaire et qu'il y a de toute façon, il y aura un effondrement de notre civilisation. Il va se passer beaucoup de choses et c'est en train de se démarrer là, mais ça peut être encore bien plus grave, hein, puisque maintenant tout le monde se dit les Américains qui déclenchent des guerres et qui font la loi partout sont pas capables de protéger leurs alliés. Maintenant c'est fini, quoi. Hein. Donc de toute façon, il y a une redistribution des cartes. Peut-être que ça va être plus intelligent. Là, on verra. Les grands pays centralisés, forts, puissants et tout ça, en général, c'est pas bon. Alors bon, un jour, il y aura plus de pétrole, il y aura plus de gaz, il y aura plus rien. Ça va pas tarder, hein, parce que ça va à toute vitesse. Et je pense que d'ici quelques dizaines d'années, bon, alors on va pas se lancer dans des prédictions parce que c'est difficile il faudrait être Nostradamus, mais dans quelques dizaines d'années, ça va arriver. Donc, comme je dis toujours, pour les vieux comme moi, c'est pas grave, parce qu'on sera mort. Mais pour les jeunes, hein, nos enfants, nos petits-enfants, tous les descendants, et puis toute l'humanité en général, il y a des tas de gens très bien, très bien. Hein, vous n'abordez pas la religion ni la politique, vous rencontrez que des gens bien, pratiquement. Bon. Et au bout d'un moment, on va donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir catastrophe sur catastrophe, hein, parce que c'est comme ça que ça se passe. Hein. Ne serait-ce que la montée des mers, par exemple. Si les glaciers les glaciers fondent beaucoup plus vite que ce que tous les glaciologues avaient annoncé. Mais beaucoup. Hein, l'Himalaya, par exemple, ça va poser des problèmes terribles entre la Chine, l'Inde et le Pakistan. Ça y va à toute vitesse. Le Groenland, pareil, ça y va à toute vitesse. Et l'Antarctique Ouest peut basculer d'un coup. Hein, il est plus probable qu'il fonde doucement, mais il est aussi probable possible, en tout cas, qu'il bascule d'un coup, hein, qu'il se fracture
et que un énorme glacier bascule d'un coup. Alors là, boum, le niveau des mers peut monter de 65 centimètres d'un coup à 3 mètres. Bon, il y en a même qui disent 6 mètres, mais bon, peut-être pas quand même. Mais enfin, peut-être pas. Ça dépend comment ils se fracturent. Hein. Et si c'est ça, il n'y a plus un port qui fonctionne. Or, comme tout est interconnecté et tous les trafics se font par pas par la mer, hein, parce que les porte-containers, vous pouvez en mettre beaucoup plus que dans un avion cargo, hein, nettement. Et d'ailleurs, le kérosène, qui sert pour les avions cargo, ben, il arrive par container. Donc, si ça monte de 3 mètres, tout s'arrête. Donc, ça, voilà, ça va être, il faudra reconstruire. Au bout d'un moment, donc, on va créer des réseaux de solidarité, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe aussi. Les États, au bout d'un moment, à force d'être sur tous les fronts, à essayer de lutter contre les feux, de faire ceci, de faire cela, d'indemniser machin et tout ça, ils sont complètement débordés et ils n'arrivent plus à suivre. Ça, on peut leur faire confiance, hein, qu'ils sont pas du tout, de toute façon, ils ne seront pas à la hauteur. Quels qu'ils soient. Tous. Hein, gauche, droite, etc. Personne ne s'y prépare, à part les Chinois. Et ils disent rien, ils font leur truc dans leur coin. Bon, pas de déclaration, pas de machin. Et donc peut-être que eux s'y préparent, je sais pas. Mais quand même, ils sont très nombreux, donc les Indiens n'ont pas l'air de s'y préparer non plus. Et donc, alors l'Occident, n'en parlons pas. Ouais. Et en Afrique, peut-être certains, je sais pas. Enfin, là, ils vont rejoindre les BRICS. Eh ben, c'est bien. Alors, oui, donc je disais, des réseaux vont se créer, parce que c'est toujours comme ça. Quand l'État n'arrive plus à suivre, bon, ben, on s'arrange entre voisins, entre gens qui se connaissent. L'avantage qu'on a, nous, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais enfin, je sais qu'en Bretagne, par exemple, le monde associatif est très important. Hein, il y a des associations un peu partout, des trucs loi 1901 totalement désintéressés, et c'est pas des Bolloré qui vont nous sauver, hein, parce qu'avec tous ces milliards, il pourra faire du feu avec. De toute façon, il a pas la moindre intention de sauver qui que ce soit, à part lui-même. Mais donc, voilà, quand les États n'y arrivent plus, bon, bah, on s'organise entre nous. Voilà. C'est ça qui, petit à petit, crée. Alors, ce que je dis et que je répète et que je répéterai toujours, si on recommence les mêmes conneries, on aura les mêmes résultats. Pas tout de suite, mais le temps de bien faire des conneries. Donc, il faut arrêter ça. Et par les réseaux qui vont se mettre en place, on va avoir un système qui va être soit on a des réseaux avec quelqu'un qui veut se mettre en avant et puis dire vous allez voir avec moi on va y arriver, ce sera bien meilleur que les autres, donc on retombe dans le même système qu'avant, c'est pas la peine. Soit on fait des trucs sans chef, pas de chef, voilà, pas de chef. Quoi.
non, personne ne commande. Il y a un problème, on se réunit, on discute, tout le monde a la parole. Et alors, ce qu'il faut, c'est se dire aussi que euh, la vie va changer, hein, puisqu'il y aura, on va avoir des pénuries terribles, donc il va falloir gérer tout ça. Donc on va s'organiser. Euh, on a bien tout détruit avant, par exemple, toutes les campagnes par ici pour trouver un médecin, c'est pas facile. Hein. Bon, là, moi où je suis, ça va, il y en a un pas trop loin. Enfin, il y en a quelques-uns pas trop loin, mais il y a des déserts médicaux, enfin, et bon, c'est pas la peine, tout le monde est au courant. Puis quand il y aura plus d'essence, de toute façon. Donc, les réseaux vont se créer. À partir de ces réseaux-là, au bout d'un moment, hein, tout ça, ça va prendre un peu de temps, bien sûr. Euh, on, un nouveau type de civilisation va renaître. Ce qu'il faudrait, hein, donc, si possible, c'est ne pas refaire donc ce que je disais tout à l'heure, les mêmes erreurs, les mêmes bêtises que ce qu'on a fait jusque-là. Parce que nous, ça fait 6000 ans à peu près, quoi, que les civilisations existent. Hein. Bon, il y aura peut-être des découvertes. Je parle de civilisation avec plusieurs villes et tout ça, pas les cités-États. Les cités-États comme Mergar ou bien Jéricho ou plein d'autres. C'était des petites civilisations, mais tout petites quand même. Ça concernait qu'une ville et puis les gens qui y habitaient et les quelques villages autour. Non, non, là je parle de grandes civilisations. Donc ça, petit à petit, ça va revenir. Parce que c'est plus fort que nous, les humains, on a besoin de faire société, comme on dit. Hein, faire société, c'est-à-dire vivre ensemble, s'entraider. Et quand il n'y a pas de chef, qu'on ne parle pas de politique et qu'on ne parle pas de religion, tout le monde s'entend bien. Hein, donc voilà, 3 tabous. Pas de chef, pas de politique, pas de religion. Voilà, pouf, on n'en parle pas et on va pouvoir redémarrer un nouveau système. Alors, pour ça, on va dire, oui, mais bon, t'es bien gentil, mais comment ça fonctionne, etc. Ben voilà, ça a déjà existé. Ça a déjà existé donc il y a minimum entre 4000 et 6000 ans, et c'est parmi les 3 grandes civilisations qu'il y avait. Il y avait donc l'Égypte, la Mésopotamie, Sumer et tout ça, et la civilisation des 7 rivières, le Sapta Sindhu. Sapta Sindhu, donc ça veut dire Sapta 7, Sindhu rivière. Hein, c'est du sanskrit, c'est ce qui c'est ces civilisations-là qu'on découvre en regardant le Rig Veda, le Rig Veda qui est le plus ancien bouquin du monde. En le regardant d'un peu plus près, que simplement une lecture superficielle, quand on regarde de près, on découvre on découvre une civilisation qui était totalement différente des deux autres.
parce que Sumer et l'Égypte, c'était pareil. Il y avait donc c'était des civilisations de type pyramidal comme les nôtres, hein, avec les chefs en haut, ceux qui ont intérêt à être près des chefs parce que ça paye bien, qui disent oui à tout, petit à petit, puis ça, t'as des classes moyennes, et puis petit à petit ça, puis en bas t'as les pauvres. C'est à nous, les simples Pékins. Voilà. Donc il y avait les deux comme ça, Sumer, la Mésopotamie et l'Égypte. Et puis il y avait une autre qui était tout aussi importante, sinon 2 fois plus importante au point de vue surface. C'était donc le Sapta Sindhu. Le Sapta Sindhu, c'était donc se situait à partir du nord de l'Afghanistan jusqu'au sud du Gujarat. Le sud du Gujarat, c'est au nord de Bombay, si vous voulez, hein, Mumbai maintenant. Qui allait donc en largeur du début du Gange à l'Indus, avec 2 ou 3 établissements en Iran. Établissements, des comptoirs, on va appeler ça comme ça. En Iran. Tous les gens qui étaient dans le secteur donc du Sapta Sindhu et puis en Ouzbékistan, Turkménistan, même l'Iran, avaient à peu près la même spiritualité, les mêmes dieux. Mitra et Varuna, par exemple, c'est un exemple facile à retrouver, ça, parce qu'il y a en Iran, ils avaient l'Avesta. Alors c'est plus tardif que le Rig Veda, mais c'était aussi, il y a des parties qui sont très anciennes et d'autres qui sont plus récentes. Récentes, avant les Mollahs. Voilà. Donc cette civilisation-là, elle était complètement différente. Elle a été découverte en 1910 par les Anglais, l'armée anglaise, qui construisait un chemin de fer dans le nord du Pakistan, à Harappa, oui, parce que les Anglais, quand ils colonisent un pays, une des premières choses qu'ils font, ils construisaient, puisqu'ils colonisent plus maintenant, ils construisaient des chemins de fer. Comme ça, ils pouvaient régner. Les Français le faisaient pas, ils construisaient plutôt des routes. Donc et à Harappa, les Anglais remarquent que les ouvriers indiens, parce que le Pakistan n'existait pas encore, c'était des Indiens, c'était toujours l'Inde. Ils remarquent que les gars, pour faire le ballast qu'on met sous les rails, sous les traverses, sous les rails, quoi. Ils s'emmerdaient pas, ils allaient dans une colline et ils revenaient avec des brouettes ou des charrettes, je sais pas, pleines de briques. Et puis là, tiens, des briques. Et puis donc ils sont allés voir, et puis ils ont regardé, et il y avait une ville sous la colline. Quand vous êtes dans un pays plat comme ça, où il n'y a pas de raison qu'il y ait tout d'un coup une colline, en général, c'est qu'en dessous, il y a une ville. Très vieille. Donc là, ils ont trouvé une ville, là, ça a été la grosse surprise, mais on parlait pas de civilisation, c'était une ville. Voilà. Hein, ça aurait pu être une cité-État. Et 10 ans plus tard, alors plus au sud,
et ils en trouvent une autre. Et c'est Mohenjo-Daro, qui est plus connue, celle-là. Mohenjo-Daro, c'est-à-dire la colline des morts, comme quoi elle était bien sous une colline aussi. Et là, ça a été fouillé, mais alors à fond. Et comme il n'y avait pas eu de dégâts comme il y avait eu à Rapa, puisque comme ils se servaient en briques, au bout d'un moment, ça... Bon, même s'ils utilisaient beaucoup de briques, mais enfin quand même. Là, à Mohenjo-Daro, il y avait pas eu de dégâts. Et, et donc ça a été très bien fouillé, ça a été fait par des gens intelligents et tout et tout. Et ils ont donc établi qu'il y avait les mêmes poids et mesures dans les deux, que l'écriture, puisqu'ils ils avaient des sceaux avec une écriture que personne n'arrive à déchiffrer. Bon, ça devait servir pour le commerce, mais bon, c'est une supposition. Petit à petit, ils ont donc découvert qu'il y avait une grande ville comme ça. Et donc, ils ont appelé ça la civilisation de l'Indus, parce que c'était sur l'Indus. Voilà. Mais peu de temps après, ils en ont découvert partout ailleurs. Et notamment sur une autre rivière qui était asséchée, là. Alors les spécialistes ont réussi à dater ça sans aucun problème, même avec satellite et tout et tout. Et ils ont découvert une grande rivière qui était plus large que l'Indus, plus importante, mais qui avait été complètement asséchée. Et là, il y avait beaucoup plus de villes qui étaient sur cette rivière. Et cette rivière oui, donc elle s'est asséchée il y a 1900 ans. 1900 ans avant Jésus-Christ. Donc il y a 3900 ans, quoi. Pratiquement 4000, on arrondit, parce qu'on n'est pas, on n'est pas à un siècle près, comme dirait l'autre. Donc cette rivière-là avait été beaucoup plus peuplée que l'Indus, le long de l'Indus. Ils ont et donc du coup la dénomination civilisation de l'Indus, ça va pas. Ça va pas, parce que c'était pas sur l'Indus que ça se passait, c'était sur l'autre. Essentiellement, mais il y en avait ailleurs, il y en avait au Gujarat, il y en avait en Afghanistan, etc. Hein. Mais bon, des grandes villes comme Rakhigarhi, comme Birana, comme Kalibangan, bon, il y en a plein. Gangariwala, voilà, il y en a et beaucoup. Et donc, quand on regarde le texte du Rig Veda, qui est de la même époque, puisque les indices qu'on y trouve nous disent que la Sarasvati, donc la grande rivière sur laquelle étaient installés les gens de l'époque, elle coulait encore. Alors elle était noble, majestueuse à une certaine époque, puis après on en parle, mais comme d'une simple rivière. Et c'était la seule qui soit une déesse, hein, de toutes les rivières qu'il y avait. Même l'Indus n'était pas un dieu ni rien du tout. Donc cette Sarasvati là, ça nous amène à ça nous raccorde au Rig Veda. Donc, alors il y a des gens qui veulent pas en entendre parler, bien entendu. Hein. Mais pour ceux qui regardent le truc de plus près, et puis il y a attention, il y a quand même tout un courant de gens qui pensent que c'est ça, hein, qu'on est dedans, quoi.
Oui, cette rivière-là était donc le centre de la de la civilisation. Le centre, enfin, c'était pas centralisé, mais c'était là qu'il y avait le plus de monde. Que par exemple, tous les Pourous habitaient sur les deux rives de la Sarasvati. Les Pourous, c'est ceux qui c'était une confédération de peuples, et parmi eux, il y avait les Bharata, hein, qui ont donné leur nom à l'Inde d'aujourd'hui, Bharat, hein, et qu'on retrouve dans les bouquins comme le Mahabharata, par exemple, hein, c'est la grande histoire des Bharata. Bon, voilà. C'était une famille importante, mais pas dominatrice. Parce que, voilà, le fonctionnement, quand les archéologues ont découvert tout ça, ils ont regardé, ils ont dit, voilà, alors, il n'y a pas de temple, hein, il n'y a pas de palais, il n'y a pas d'esclaves, il n'y a pas d'armée, il n'y a aucune trace de violence, il n'y a pas de pointe de flèche plantée dans les murs, parce que ça, c'est ce qui saute aux yeux des archéologues quand ils trouvent des vieux machins comme ça, des vieux murs. Ils disent, est-ce qu'il y a eu de la guerre ou pas, quoi. Et ça, on voit avec des pointes de flèches qui se plantent dans les murs, qui cassent, parce que c'est des flèches en pierre, hein, la plupart du temps, parce qu'autrement, en bronze, ça coûtait beaucoup trop cher. Et puis, ça dépend des époques. Si c'est des flèches en cuivre, c'est pas la peine, hein. Vous envoyez simplement le bout de bois. Bon. Et donc, ils ont vu ça, ils disent, tiens, mais ça ressemble pas du tout aux autres. Les autres civilisations, elles avaient toutes des esclaves, elles avaient toutes des palais, des constructions, des fresques, des statues, des machins, à la gloire de ceci, à la gloire de celui-là, etc. Là, rien. Hein, par contre, c'était très confortable. C'était très, il n'y avait pas de différence, d'énormes différences de statut, de richesse, on va dire. Il n'y avait pas les dominants qui ne savaient plus quoi faire de leur fric, et puis les pauvres qui crevaient à la faim. Non, il n'y a pas de trace de misère. Il y avait des maisons plus riches que d'autres, ça c'est clair, avec une ou deux pièces de plus. Mais demandez aux archéologues, ils sont tous incapables de dire où habitait le roi. Le roi, le chef, le ou les chefs, non. Hein, personne ne peut savoir. Pourquoi il n'y a pas de temple? Partout ailleurs, il y a des temples, parce qu'une religion, ça sert aussi à affirmer son pouvoir, maintenir le peuple, et puis dire, voilà, c'est comme ça qu'on pense. Parce que voilà, on dit c'est des lois divines, mais en fait, les lois divines, c'est les hommes qui les ont écrites. Bon, ben non, là, il n'y a pas de temple. Et ça correspond tout à fait avec le Rig Veda et le védisme de l'époque, qui était que tous les sacrifices, hein, ce qu'on appelle les sacrifices, c'est-à-dire les cérémonies, on peut appeler ça comme ça, se déroulaient à l'extérieur de la ville, toujours, hein. Et donc il louait un terrain, il construisait, il délimitait, il construisait les cabanes pour pour que les prêtres puissent dormir, et le sacrifiant et sa femme.
et peut-être aussi quelquefois des invités, je sais pas. Il y avait donc on appelle ça des sacrifices, mais c'est pas la traduction du mot du mot sanskrit. Hein. En sanskrit, la racine c'est yaj, ça veut dire vénérer, adorer un dieu, rendre hommage à des dieux, etc. Et non pas quick, mais les Occidentaux l'ont appelé comme ça, sacrifice, parce qu'on y tuait un animal au début. Enfin au début, assez. Euh, Au bout d'un moment, ils vont arrêter ça. Mais puisque ça, ils en parlent pas. C'est tout juste ils en parlent. Ils parlent plus du poteau où est attachée la pauvre bête qui va y passer que de la bête en question. Mais ils en parlent et puis dedans j'ai trouvé le mot péritoine. Hein, le péritoine, moi c'est un problème que j'ai avec mon péritoine. J'ai été content d'avoir vu ça là-dedans. Je savais pas trop ce que ça voulait dire. Maintenant je sais. euh, et voilà. Donc ils avaient, oui, bon, c'était souvent un bouc. Mais aussi quelquefois un cheval. Et puis ces fameux sacrifices pouvaient durer peut-être une journée pour certains, jusqu'à un an pour d'autres. Plus vous aviez plus vous étiez riche, plus ça devait durer longtemps. Alors pas pour frimer, pas pour en foutre plein la vue aux voisins, c'est parce que il y avait consommation du soma. Hein, le soma était une boisson sacrée qui permettait des élargissements de la conscience et c'était de la psilocybine, très probablement, parce que la description est quand même extrêmement succincte. Alors, on ne parle pas ni de graines, ni de feuilles, ni de fruits, ni de fleurs. Bon, voilà. Déjà, ça, c'est une plante. Il y a tout un mandala, c'est-à-dire tout un chapitre qui est consacré à ce soma. C'est le seul qui est devenu un dieu par la même occasion. De tout le Rig Veda, vous avez le 9e mandala qui est consacré que au soma. Donc il avait une importance capitale. Alors pourquoi ? Bien parce que ces plantes-là, qu'on appelle des plantes antéogènes, d'abord ça vous fait perdre, ça met votre ego de côté. Il est mis de côté, vous y pensez plus. Et je sais plus ce que je vais dire. Oui, ça met votre ego de côté et ça permet à la société d'avoir des gens qui peuvent avoir des postes importants dans le fonctionnement de la société sans être en train de penser qu'à eux, hein, comme c'est chez nous en ce moment, quoi. Hein, vous prenez la société de maintenant, ben c'est l'inverse, voilà. Hein, pas de défilé militaire, pas de palais couverts d'or, pas de grands discours, c'est la guerre, à la télévision, for sure, pas de tout ça. Hein, c'était autre chose, voilà. Et ça, ils ont vécu pendant 1500 ans sans guerre. Sans armée, comment voulez-vous faire la guerre ? Mon Dieu, si vous avez une armée, vous allez vous en servir. Si vous en avez pas, et que vous avez un voisin qui vient, qui lorgne sur vos terrains ou sur votre pétrole,
Euh, bon, viens, on va discuter. Et puis on boit le soma. Puis après, il dit, oh, bon, on va pas les s'entretuer pour ça. Voilà. Donc euh, alors actuellement, donc je crois que j'avais commencé à le dire, je me rappelle plus. Euh, en Europe des scientifiques qui ont euh, re, qui ont réétudié de plus près les, ces fameuses plantes antéogènes qui placent le divin en l'homme. Euh, et ou qui fait naître le divin en l'homme. Enfin, bon, un truc dans ce genre-là. C'est du grec et je connais pas le grec. Euh, et qui et parce que ça a été diabolisé par tous les couillons de politiciens qui qui n'aimaient pas ça. Ils aiment pas du tout parce que ça, par exemple, euh, vous pouvez pas faire une guerre avec des gens qui boivent le soma, qui prennent des psychédéliques. Vous avez l'armée américaine, anglaise et australienne qui ont fait dans les années 50, ouais, de 50 ou 60, des essais sur leurs propres troupes pour voir ce que ça donnait dans des manœuvres. Vous trouvez ça sur YouTube, ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. Donc vous avez des manœuvres, hein, ils vont pas se tirer dessus quand même. Donc on simule une guerre. Alors vous avez les bons, eux, ceux-là, ils prennent pas de soma. Enfin là c'était fait avec du LSD, mais ça c'est pareil, hein, c'est la même molécule. Enfin, à peu près la même molécule, et c'est une question de durée d'effet, c'est juste la différence. Et les méchants, en face, on leur avait donné du soma. Ah bah, ça vaut vraiment le coup. Oui, bah, pour aller faire une guerre, là, ça va être difficile, parce que personne n'a envie, non. Alors en plus qu'ils savaient que c'était des manœuvres, alors là, bon, voilà. Donc ils ont abandonné. Ils ont fait. Il y a un film qu'il faut avoir vu. Ça s'appelle Les Chèvres du Pentagone avec Jeff Bridges euh, et, euh, et qui raconte justement une histoire comme ça où où ils ont fait des essais sur les soldats et ça vaut vraiment la peine. Voilà. Donc cette civilisation-là a bien fonctionné jusqu'à ce qu'il arrive quand même un problème parce qu'elle s'est arrêtée. Donc c'est que la Sarasvati, donc la grande rivière sur laquelle étaient toutes les grandes villes, etc. S'est asséchée. Alors elle s'est asséchée, pourquoi? Parce qu'elle est juste au pied de l'Himalaya et que tous les affluents qui arrivaient de l'Himalaya, certains affluents en tout cas, étaient des affluents importants. Il y avait la Yamuna, par exemple, la Yamuna, c'est la rivière qui arrose Delhi et Agra, hein, Taj Mahal et tout ça. C'est une grande rivière. Bon, à l'époque, elle allait vers l'ouest. Il y a eu un tremblement de terre, elle est partie à l'est. Et quand elle allait à l'ouest, elle se jetait dans une rivière qui s'appelait la Dreshavati,
qui elle-même se jetait dans la Sarasvati. Bon, la Yamuna ne s'y jetant plus, la Drishadvati s'est asséchée et elle figure même plus dans la liste des rivières que vous trouverez dans l'hymne 1090 du Rig Veda. C'est un hymne aux rivières, mais la Drishadvati n'y est plus. Et la Sarasvati n'est citée que comme une des autres rivières, puisque c'est un hymne qui s'adresse à l'Indus. Donc l'Indus est devenu plus important que la Sarasvati. Donc c'est que la Sarasvati a perdu au moins un affluent. On sait qu'elle s'est asséchée en moins 1900, parce que là c'est les études de scientifiques. Et ça, tout ça est écrit et démontré par un Français qui vit en Inde, qui a d'ailleurs la nationalité indienne maintenant, Michel Danino, voilà. Donc ça, il a fait un bouquin, mais alors c'est en anglais, mais ça va, quand c'est un Français qui écrit en anglais, on arrive à comprendre facilement. C'est On the Trail of the Lost River. Et autrement, il a fait un bouquin qu'il a dans mon armoire, mais j'aurais dû y penser avant. C'est l'Inde et l'invasion de nulle part, où il revient sur la fameuse invasion aryenne qui est devenue un fait dans les esprits de suprémacistes blancs qui malheureusement pendant longtemps étaient ceux qui s'intéressaient au Rig Veda. Il y avait que les autres ils comprenaient rien, donc puis vous voyez des trucs guerriers et tout, alors que nous on est plutôt méditation, zen et tout. Bon, non, mais il faut regarder ça de plus près. Donc, si on doit reconstruire une civilisation, autant s'inspirer de ce type de civilisation et de son fonctionnement, pour éviter justement de recommencer les mêmes conneries et d'avoir toujours des guerres, des machins, des tas de problèmes, et puis se retrouver dans la situation où on va se trouver là d'ici peu. Ça a commencé d'ailleurs, mais bon. Voilà. Donc, alors ça veut pas dire qu'ils avaient pas de roi, ils avaient des rajas. Alors, raja, donc que nous on traduit par roi, parce qu'on ça a toujours été fait comme ça, on sait pas trop comment traduire. Mais si vous regardez dans les dictionnaires, vous en avez d'ailleurs des très bons en ligne. Le Raja, ça veut pas dire c'est pas Louis XIV. Hein, c'est pas c'est pas le type immensément riche et qui a tous les pouvoirs. C'est plus le maire de ma commune que Louis XIV. Hein, ici, le maire, on l'appellerait un Raja. Voilà. Alors, il n'y avait pas encore de caste. Alors, les castes qui existent actuellement, bon, non, parce que ça, c'est bien postérieur. Mais il y avait à la fin du Rig Veda, vous avez l'apparition des quatre des quatre composantes de la société, si vous voulez. Hein, ceux qui s'occupent de faire grandir l'esprit, les brahmanas, ça a donné le mot brahman, voilà. Les rajanyas, qui deviendront plus tard, après le Rig Veda, donc en période védique classique, si vous voulez,
qui deviendront des kshatriyas. Kshatriya, ça vient de kshatra, ça veut dire domination, suprématie, voilà. Hein, il y a un dieu qui est qualifié de kshatriya dans le Rig Veda, c'est Indra, qui est le dieu guerrier qui transperce l'obscurité pour laisser passer la lumière. Voilà. Mais là, cette caste, oui, c'est des Varnas. Ça s'appelle Varna, ça veut dire couleur. Cette couleur-là, disons, cette partie de la population-là, c'était les Rajanya, qui vient du mot Raja, et qui signifie donc gérer, administrer, représenter le boulot d'un maire et d'une petite commune de moins de 500 habitants. Tous ces gens-là, alors il y avait, je finis mon énumération, il y avait les Vaishyas, qui étaient la caste des producteurs. Enfin la caste, le Varna des producteurs, des gens qui sont à leur compte, le fermier du coin, l'éleveur de poulets, l'épicier, voilà, mais Michel-Édouard Leclerc aussi, et Bolloré. C'était là, dans cette caste-là. Hein, donc, alors, il se passait des trucs intéressants. On va y arriver. Et donc, les derniers, c'est que ceux qui avaient rien, sinon leurs bras, et puis donc les prolétaires, quoi. C'était les Shudras. Alors ceux-là, ils n'étaient tenus à aucune obligation. Il y avait une obligation, une règle. Voilà. Hein, c'était boire le soma. Voilà, faire des sacrifices. Alors il y avait plusieurs sortes, mais faire faire des sacrifices et boire le soma pour les brahmanas, ceux qui devaient faire grandir l'esprit. Ben oui, hein, c'est que au moins eux, pour eux déjà, avoir un esprit débarrassé d'un ego, c'est quand même très important. Et pour eux et pour les autres, puisque c'est eux qui aidaient les autres à y arriver. Donc ça avait une grande importance. Donc ça, eux, ils étaient obligés. S'ils refusaient, ils étaient obligés de changer de caste. Ils allaient ailleurs. Ils allaient gagner du fric chez les Vaishyas, par exemple. Alors, les Rajanya aussi, bien sûr. C'était eux qui prenaient les décisions, qui pouvaient prendre des décisions. On ne sait pas exactement comment ça fonctionnait, mais on pensait qu'il y avait des comités de quartier ou des comités de village où les gens discutaient et disaient bon, on va confier le pouvoir à celui-là, mais bon, faut pas que ce soit un type qui a un ego trop fort, parce que s'il nous déclare la guerre avec le bled d'à côté, non, ça va pas aller. Donc eux, ils étaient aussi obligés. Sinon, ils allaient faire autre chose. Hein. Ils pouvaient aller faire un truc où ils sont pas obligés. Ils pouvaient être Shudra, hein, si vous voulez, prolétaires. Mais ils sont pas trop. Ouais. Donc ça, voilà. Cette caste-là, ce Varna-là, était obligé. Les Vaishyas, donc les producteurs, cela, c'était différent, c'était en fonction de la richesse. Quelqu'un qui était maître de maison, hein, c'est le terme, Grihaspati, ces gens-là, donc c'est ceux qui avaient les moyens, qui avaient une maison correcte, qui avaient des serviteurs, qui avaient
à leur propre l'équivalent du chapelain, là, le purohita, celui qui est placé devant, c'est ça que ça veut dire. C'est un peu l'équivalent des châtelains qu'on avait, nous, du temps au Moyen-Âge et à la Renaissance. Les chapelains, pas les châtelains, les chapelains. Donc, tout cela, qui avait du fric, ils étaient aussi obligés de boire le soma, parce que quand t'as du fric, t'as du pouvoir, et si t'as du pouvoir, t'as de l'ego, etc. Et tu peux tout faire dérailler, simplement, parce que t'as du pouvoir. Les Vaishyas pauvres, parce qu'il y en avait plein, non, eux, ils étaient tenus à rien. Et les Shudras non plus. Voilà. Alors, après, ça va se gâter. Alors, ce classement-là n'apparaît que dans le 10e mandala du Rig Veda, donc à la fin, une fois que le soma aura disparu. Parce que le fameux soma s'est arrêté. Il y a eu une sécheresse terrible il y a 4200 ans, qui a frappé toute la ceinture intertropicale de la Terre. Entre les deux tropiques, tout ce qui était là a été vraiment salement touché, et ça concernait par exemple l'Égypte, le Sahara, même les États-Unis, certains États du Sud, tout ça. On a retrouvé tous les scientifiques, hein, les spécialistes ont retrouvé. Et bon, ça c'est largement documenté. Il y a pas de doute là-dessus. Et c'est donc l'Inde qui se trouve dans cette région-là aussi a été frappée pareil. Alors une sécheresse terrible et pas de pluie, ou trop de pluie, soit l'un soit l'autre. Et dans les deux cas, les champignons, eux, ils supportent pas. Les champignons, s'il pleut pas, ils apparaissent pas. S'il pleut trop, pareil, ça marche pas. Donc, il y a eu un moment où le soma s'est arrêté. La civilisation a continué puisque ils ont remplacé le soma par d'autres plantes qui font des petits effets ou des effets importants comme l'éphédra par exemple qui en gros c'est des amphétamines. Donc ça, amphétamine plus un mélange de cannabis et d'opium, enfin de pavot. Bon, voilà, ça donnait une boisson qui peut avoir un effet très important, mais c'est pas l'effet que donne le soma. C'est pas du tout le même truc. Avec les mélanges de substitution, vous restez dans le monde intermédiaire. Hein, vous avez trois mondes, la terre, le ciel et le monde intermédiaire. Le but, c'est d'arriver au ciel. Si avec l'éphédra et le cannabis et le pavot, ça peut être très impressionnant, mais vous restez dans le monde intermédiaire. Donc c'est pas encore ça. Hein, c'est pas loin, mais c'est pas encore ça. Et puis petit à petit aussi, il se fait que la première génération, il reste à peu près dans la même tournure d'esprit. La deuxième génération, ça l'est déjà un peu moins, et la troisième, c'est des histoires de vieux, tout ça, ça n'intéresse plus personne. C'est à ce moment-là qu'a eu lieu le deuxième tremblement de terre, qui a dévié l'autre affluent majeur de la Sarasvati, qui était la Shutudri, et qui s'appelle maintenant la Sutlej. Alors, elle coule toujours, mais elle coule dans l'Indus. Pareil, un tremblement de terre dans l'Himalaya, il y en a en permanence, donc voilà. Et
Et donc ça s'est arrêté là. Et donc ils se sont retrouvés, ils avaient une rivière à sec, et qu'est-ce que vous allez faire au bord construire des grandes villes au bord des rivières asséchées? Ben non. Donc ils ont été obligés de partir. Et donc il y en a qui sont partis au nord, au sud, à l'ouest, et au sud du Gujarat. Et puis et puis toute la plaine du Gange, là. Puis après toute l'Inde, et même ça déborde. Et on en parle même nous ici. Donc voilà, si un jour on doit s'inspirer de quelque chose, on va plutôt s'inspirer d'une civilisation qui a vécu en rendant tout le monde heureux, plutôt que de civilisations qui rendaient les gens malheureux, à part quelques-uns. Et encore, est-ce qu'ils sont heureux dans leur tête? C'est pas évident. Hein. Je voudrais pas être dans celle de Trump. Putain. Ouh là là. Bon, ben voilà. Je voulais vous la présenter. On reviendra largement dessus, certainement. Et donc, je suis en train de faire un bouquin, là, mais qui est bousculé par l'actualité, parce que j'avais pas prévu, moi, que l'autre crétin, là, décide d'aller attaquer l'Iran. On sait bien que c'était toujours très tendu, mais jusqu'à aller l'attaquer pour se faire battre. Et puis alors là, c'est la fin de l'Amérique. C'est la fin de la domination américaine, la fin de l'Empire américain. Et ça, franchement, c'est une bonne chose. Ça va être dur. Ça va être dur pour tout le monde. Pour nous, les Occidentaux. Mais ce sera juste. Parce que il y a eu vraiment tellement d'abus, tellement et tellement de mépris, tellement de tout ça que forcément, un jour ou l'autre, faut payer. Voilà. Bon, bah, on verra pour la suite ce que ça va donner. Bon, bah, je vais m'arrêter là parce que sinon j'y passe la journée. Allez, Kenavo dans l'eau. Salut à tous. Bon, la suite de l'effondrement. Alors, je vais faire un site internet, mais comme je suis malade, là, j'ai pas beaucoup de force et ça. Je suis sur le bouquin, là, en train de le terminer. Une fois ça, je vais faire un site spécial effondrement où avec peut-être un forum si je trouve le moyen de faire ça, mais que les gens viennent donner leur opinion, parce qu'on a besoin de l'opinion de tout le monde, et que c'est comme ça qu'on avance, si on veut avancer. Voilà. Donc, à la prochaine, et Kenavo dans l'eau, et on verra pour la suite.